Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sport Auto. Aujourd'hui, événement exceptionnel, on va à la rencontre de Fabrice Bourrigaud, qui n'est qu'autre que le directeur du musée des 24 heures du Mans. Alors, pourquoi on vient au musée des 24 heures du Mans? Eh bien simplement parce qu'aujourd'hui se déroule la fameuse grande collection qui expose pas mal de voitures et Fabrice Bourrigaud va nous expliquer, va nous montrer, va nous donner quelques anecdotes de chaque voiture. Bonjour Fabrice, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, merci. Alors déjà, comment vous avez fait pour rassembler autant de voitures sur si peu de temps? Alors la grande exposition, tout d'abord, c'est un hommage à l'histoire de la plus belle course automobile au monde, les 24 heures du Mans. Et cette exposition, on la voulait parce que c'était en quelque sorte faire revenir sur le lieu où elles ont écrit les unes après les autres des pages de l'histoire de la course. Ça nous semblait important que toutes ces héroïnes reviennent sur site et qu'on puisse les offrir en fait au public, puisque Le Mans est avant tout un grand événement populaire. Ce sont de véritables œuvres d'art qui ont des histoires à raconter. Et là en fait, dans un seul lieu, nous avons 80 voitures de réunies et tout ça, c'est 2 ans et demi de travail. Ce qu'elles ont vécu en course et en particulier aux 24 heures du Mans. Et voilà, il faut encore une fois les apprécier comme une toile de Van Gogh, de Manet ou d'un autre grand peintre. On est dans les années 20, donc on est dans la genèse de l'histoire des 24 heures du Mans. C'est une Chenard & Walker. Chenard & Walker, c'est la première marque à avoir gagné Le Mans en 1923. Mais celle-ci date de 25. Son histoire, elle est essentielle. D'abord parce que c'est le premier prototype de l'histoire des 24 heures du Mans. L'homme le plus fort du monde, champion olympique, a piloté cette Chenard & Walker aux 24 heures du Mans en 1937. Et là, on se propulse dans les années 50. Pas de 24 heures du Mans pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le temps de la guerre et malheureusement la CO ne peut pas organiser. Fait plein d'autres choses la CO pendant la guerre, soutien aux prisonniers, envoi de colis, recherche de disparus. Mais quand on a l'opportunité en 1949 de relancer les 24 heures du Mans, eh bien dès la deuxième édition en 1950 apparaît cette chose qui est une voiture de course qui va énormément surprendre le public local. La voiture est engagée par un monsieur qui s'appelle Briggs Cunningham. Alors c'est un milliardaire américain. Il pond encore une fois cet ovni. Pourquoi? Probablement pour essayer de faire une voiture la plus aérodynamique possible, mais qui en fait quand même quelque part une voiture d'un gabarit énorme qui n'a jamais été refait. C'est the biggest, on est vraiment dans la grosse voiture. Ce qui est amusant, c'est que cette voiture, le public du Mans, les Sartois, quand ils l'ont vu arriver, ils l'ont tout de suite appelée le monstre. Et elle va garder pour l'histoire et pour l'éternité son nom du monstre. Dans les années 50, la Jaguar D est une voiture extrêmement marquante. D'abord parce qu'elle connaît le succès, 55, 56, 57, 3 victoires consécutives aux 24 heures du Mans. Là, on est en présence de la voiture gagnante en 1957, donc la 3e victoire consécutive. 55, la victoire est un peu triste, puisque c'est l'année du fameux accident. Mais cette voiture est devenue une véritable icône. D'ailleurs, on dit souvent que Le Mans is the most famous British race. C'est la course anglaise la plus célèbre. On se retrouve maintenant devant cette Ford GT40 qui a gagné la course du siècle en 1967. Alors 1967 est considéré effectivement comme la course du siècle. C'est un duel avec la nouvelle génération de Ford GT40 qu'on appelle la Marque 4. Et puis elle est opposée derrière à la Ferrari P4, la P4, qui de mon point de vue est probablement la plus belle voiture de l'histoire des 24 heures du Mans. Mais donc là, nous sommes en présence finalement de Ford gagne Le Mans une 2e fois consécutivement en 67. Au volant, il y a quand même un duo pour le sport américain extraordinaire. Dan Gurney, A.J. Foyt, 2 grandes légendes. Et derrière cette voiture, il y a tout un tas d'histoires. D'abord, c'est avec elle que naît la cérémonie du champagne sur les podiums. Car au Mans, on donnait une bouteille de champagne au vainqueur et Dan Gurney, c'est cette année-là où il va se mettre sans réfléchir à secouer la bouteille de champagne et cette tradition qui va perdurer au Mans, eh bien on va la retrouver dans le sport mécanique mais dans tous les sports. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que cette voiture, elle arrive tout droit des États-Unis, de Dearborn, là où est situé à côté de Détroit le musée Ford.
et que je vous parlais d'œuvre d'art, là on est vraiment dans une œuvre d'art. La voiture telle qu'elle est là, elle n'a pas été restaurée, on laisse la voiture vieillir, d'ailleurs elle ne roule plus cette voiture, c'est comme un tableau. Et ce qui nous a nous-mêmes surpris, quand on a reçu la voiture pour l'exposition, eh bien elle est quasiment arrivée dans des caisses en bois. Comme lorsqu'on reçoit dans un musée d'art des tableaux, eh bien en fait une équipe est arrivée du musée Ford et vous aviez une grande boîte, alors vous imaginez la taille des boîtes, une grande boîte bleue en bois, alors c'était écrit From Ford to Le Mans Museum, et vous aviez le capot avant. Il y avait une autre grosse boîte bleue, vous aviez le capot arrière. Voilà. J'avais l'impression d'être devant une toile de Picasso, ou encore une fois, ou un Van Gogh. La Porsche 917, elle est incroyable. Elle est incroyable pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'elle a gagné Le Mans en 70 et en 71. Qu'en 1971, c'est la voiture qui va exploser les records qui existent à l'époque. On franchit la barre des 5200 km, on gagne Le Mans à plus de 222 km/h de moyenne. Donc c'est une voiture performante, c'est une voiture gagnante du Mans. Un châssis de Porsche 917, ça pèse 47 kg, le châssis nu. On peut le soulever à bras d'homme. Donc cette voiture, c'est un vrai défi, une vraie prouesse technique. Et puis en dehors de ce côté technique, en dehors d'avoir célébré 2 fois la victoire au Mans en 70 et en 71, c'est une voiture qui correspond aussi à son époque. On est à la fin, en 69, il y a Woodstock, il y a la société qui se libère, voilà, l'amour libre. Et il va y avoir des 917 avec des livrets psychédéliques. Il y a une voiture qui est habillée, qu'on appelle la cochon rose, qui est toute rose, et on a dessiné sur la voiture des quartiers, comme les quartiers les côtes, les cuisses, le jambon, etc., etc. Et ça, c'est pas un artiste qui a fait ça, c'est le bureau de style de chez Porsche. Donc là, nous sommes devant la Matra gagnante du Mans 74. Alors celle-là, elle vient de pas loin, puisqu'elle fait partie des collections permanentes du musée des 24 heures. C'est Jean-Luc Lagardère, le patron de Matra, qui en a fait don, juste après la victoire, au musée du Mans, pour qu'elle reste ici. Là, encore une fois, où elle a écrit sa légende. Avec un duo mythique, Pescarolo-Larousse. Puis cette voiture, surtout, quand vous interrogez les amoureux du Mans, là, on parle de musique, on parle de grande symphonie, parce que c'est probablement le moteur le plus marquant de l'histoire des 24 heures du Mans. Un 12 cylindres en V qui produit un son, une musique, une mélodie absolument incroyable. Le V12 Matra, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Jean Rondeau, associé à Jean-Pierre Josso, au volant d'une voiture qu'il a construite lui-même, qui s'appelle une Rondeau, une voiture fabriquée à 2 pas du circuit, eh bien, gagne les 24 heures du Mans, en battant Porsche et Jackie X. Donc on est, pour moi, dans un fantasme absolu, probablement une histoire qu'on ne reverra jamais, parce que tout ça restait très artisanal. Et imaginez aujourd'hui battre un grand constructeur automobile avec une poignée de copains, ils étaient 16 ou 17, en imaginant une voiture, voilà, sans une débauche de moyens incroyable, mais avec de la foi, avec du cœur. L'épopée de Jean Rondeau, pour moi, c'est magique. C'est la voiture des records, c'est 407 km/h au radar. La voiture est imaginée par un homme qui s'appelle Gérard Welter, avec un acolyte qui est Pierre Meunier, mais Gérard Welter, c'est le patron du design chez Peugeot. Quand il engage cette voiture en 1988 aux 24 heures du Mans, il ne peut pas espérer grand-chose. Le grand duel, c'est Porsche, Jaguar, c'est une bataille au sommet. Lui n'a que des moyens artisanaux. Mais Le Mans est un circuit réputé mondialement parce que haute vitesse. Et l'objectif de cette voiture va être d'atteindre la plus haute vitesse jamais atteinte au Mans. Parce qu'il y a la ligne droite des Hunaudières et parce qu'elle a atteint ces fameux 407 km/h, retenu 405 parce que Peugeot sortait la 405 et que bon, la publicité avait eu le droit d'imposer un peu sa marque sur le record. Audi, clairement, c'est, après Porsche, la marque qui a le plus gagné Le Mans et qui a véritablement dominé les années 2000 avec 13 victoires consécutives. Alors là, on est devant la gagnante de 2010,
C'est pas la plus connue des Audi, qui a une forme d'ailleurs un peu particulière. Son museau avant ressemble un peu à une espèce de raie mentale, une espèce de poisson particulier. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que cette voiture aujourd'hui, c'est la voiture à battre aux 24 heures du Mans. Alors pourquoi toujours aujourd'hui la voiture à battre, 13 ans après? Eh bien tout simplement parce qu'elle détient le record de distance. 5411 km couverts sur 24 heures. Ça veut dire 225 km/h de moyenne. C'est la gagnante de 2022, 5e victoire consécutive de Toyota aux 24 heures du Mans. En fait, ce qui est assez amusant de noter, c'est qu'il y a un peu une tradition aujourd'hui des constructeurs, c'est de garder les voitures avec les stigmates de la course et de la bataille. Donc en fait, on a pelliculé, verni la voiture en gardant encore une fois toutes les traces de la bataille. Donc il y a des traces de gomme, il y a des traces de poussière de carbone, d'impact de moustiques, un peu comme si l'esprit de la voiture. Voilà, la course a donné sa dédicace, quoi. Gagner le Mans, c'est pas rien, et pas rien, c'est ce qu'on voit là. Les amis, c'est l'heure de vous dire au revoir. Déjà, merci à vous Fabrice de nous avoir accueillis au musée. Merci aux équipes de l'Automobile Club de l'Ouest de nous avoir permis de réaliser ce reportage. Maintenant les amis, je m'adresse à vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la voiture, sur le bolide qui vous a le plus plu. Alors, bien sûr, mais je pense que c'est déjà fait de vous abonner à la chaîne de Sport Auto et également de s'abonner aux réseaux sociaux de Sport Auto. Les amis, à bientôt. On se donne rendez-vous pour de prochaines aventures automobiles. À très vite. Et venez nous voir au musée des 24 heures du Mans. Vive Sport Auto, mais venez nous voir au musée des 24 heures.